Chum, bonjour. Bonjour Olivier. Bienvenue dans ce nouveau Forum des Humanités où on va parler aujourd'hui d'un ouvrage d'un écrivain qui est romancier, connu pour un best-seller international qui s'appelle Soi. Il a aussi commis un essai sur le monde numérique qui s'appelle, je le présente, The Game. Donc c'est Alessandro Baricco, auteur italien comme je viens de le dire. Dans The Game, il cherche à nous montrer quel est le monde, l'univers dans lequel nous sommes entrés. Alors, univers physique, numérique, mais aussi univers mental. Et justement, tout part d'une chose, c'est que nous sommes persuadés que c'est la technique et le déterminisme technique qui entraînent les changements dans la société. Lui, il nous expose une révolution mentale qui a entraîné cette transformation numérique totale. C'est ça, donc il y a un renversement de paradigme et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans cet essai drôle aussi de Baricco. La révolution mentale a entraîné la révolution technologique. Alors qu'est-ce que c'est que cette révolution numérique ? D'une part, la numérisation du monde s'est transformée, les textes, mais pas uniquement, les couleurs, les sons, tout en chiffres. Donc c'est une fragmentation du monde et c'est l'abolition de la nuance de l'espace interstitiel entre deux choses. La numérisation du monde, par exemple, une horloge, vous allez avoir l'aiguille des secondes qui ne s'arrête pas en fait, elle continue sa course. Or, dans le numérique, en fait, elle va sauter. Même si c'est infinitésimal, il y a une saute, à un moment donné, quelque chose qui est perdu. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a la question du corps aussi, qui est très importante là-dedans. Et donc, Baricco va prendre un exemple. On passe du baby-foot au flipper et ensuite à Space Invader en jeu d'arcade. Dans le baby-foot, vous avez donc la balle qui rebondit, vous avez les pulsations en fait dans vos mains, donc quelque chose où le corps est vraiment engagé. Et puis on passe au flipper où là le corps est encore engagé mais un peu moins avec un décor qui passe de l'horizontalité à un peu plus de verticalité jusqu'à Space Invader où là le corps n'est plus du tout en jeu et donc il y a un changement total d'émotions et de sensations puisque c'est transféré dans le monde virtuel. Donc voilà, là on a un petit peu l'origine de cette révolution technologique qui n'arrive pas évidemment d'un seul coup. Ce qu'il remarque aussi, c'est l'obsession du mouvement qui est au cœur de la révolution numérique. Alors pourquoi ce mouvement et d'où vient cette révolution mentale qui a conduit à la révolution numérique ? L'hypothèse de Baricco, c'est que ceux qui sont allés vers la révolution numérique fuyaient le XXe siècle, fuyaient les atrocités du XXe siècle, cette obsession du XXe siècle pour les frontières, pour une division du monde, et d'une certaine manière, ils ont voulu créer ce deuxième monde ou pour être certain que l'immobilisme ne pourrait plus avoir cours, pour être certain que ce qui prédominerait, ce serait le mouvement et donc l'abolition des frontières. Parce que cette histoire du corps dont on vient de parler, elle est vraiment importante dans la mesure où on dit « j'envoie un courriel par Internet, mais on dit « je surfe sur le web ». C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la dématérialisation du monde, mais c'est aussi la dématérialisation de l'humain qui peut aller n'importe où dans ce deuxième monde, sans contrainte et sans frontières. Il y a cette idée que la révolution que vous avez décrite vient avec Space Invader, qui est une sorte de proto-Internet même dans la disposition mentale que ça conduit. Il parle de l'homme clavier-écran, c'est-à-dire qu'avec un simple clic, donc sans action de mon corps, je peux entraîner un mouvement très important sur l'écran. Et c'est ça la révolution corporelle, mais qui est une révolution mentale aussi, qui entraîne tous les changements qui vont suivre, notamment la révolution numérique que vous avez décrite, et qu'on peut résumer aussi avec l'exemple du MP3. Compression de la musique, très très pratique, puisqu'on l'a sur notre téléphone, on l'a sur notre iPhone, très bien, on se balade avec, mais en même temps, il y a une perte. C'est-à-dire que la qualité du son n'est pas aussi optimale qu'on l'a avec un CD ou un vinyle. Mais on est prêt à accepter cette perte de qualité parce que c'est une simplification et que c'est plus accessible, c'est plus fluide, et la révolution numérique est là.
C'est ça, c'est le terme de fluidité que vous employez, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le deuxième monde, The Game, comme il l'appelle, en fait, c'est un univers liquide où les contenus, les personnes, les personnalités aussi des individus se meuvent dans un environnement qui semble protégé. Ce que dit Barico aussi, c'est que c'est moins une révolution numérique qu'une insurrection. Pourquoi? Parce que ces personnes donc, qui ont inventé en quelque sorte, ou qui ont construit plus exactement ce deuxième monde, ont braqué les efforts de la civilisation du XXe siècle. Ils ont boycotté les solutions du XXe siècle et ils ont catapulté tous les acteurs de l'ancien monde sans aucune pitié. Jeff Bezos, on n'avait rien à faire des libraires indépendants quand il a lancé Amazon, par exemple. Et pourquoi une insurrection aussi? C'est parce qu'ils n'ont aucune théorie du monde, aucune vision idéologique du monde. Ils vont instaurer une pratique du monde à l'aide des outils qu'ils inventent. Et donc, ils effacent toute médiation. Et ils vont chercher à chaque fois à privilégier des solutions qui se passent de médiateurs et qui privilégient le mouvement. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce deuxième monde n'abnègue pas du tout le premier. Le premier reste. C'est-à-dire que désormais, on a deux forces motrices, comme deux cœurs dans un même individu, deux forces motrices qui s'entraînent l'une l'autre, et c'est la conjonction des deux qui forme notre réalité aujourd'hui. Donc, la question de la frontière, qui est vraie pour certains d'entre nous, mais qui ne l'est pas pour ceux qui sont très à l'aise dans le game, et qui sont, comme dit Barico, des individus amphibies presque, qui passent d'un monde à l'autre sans aucune contrainte, sans aucune difficulté, eh bien ce sont les nouvelles élites. Parce qu'il ne faut pas croire que s'il y a abolition de la médiation, il n'y a pas abolition des élites dans le deuxième monde. Il y a deux nouvelles élites. Alors c'est amusant parce que dans la génération qui a créé The Game, sans avoir conscience forcément de ce qu'ils créent, c'est là où on voit qu'ils n'avaient pas de vision du monde. Et justement, ils ont en horreur les visions du monde. C'est les idéologies du XXe siècle, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est les blocs totalitaires. Ils ne veulent plus de ça. Ce sont des ingénieurs. Et dans le bouquin, il est absolument fascinant de voir le peu de personnes qui ont un bagage en humanité, par exemple. Ils sont très rares et c'est assez amusant de voir que l'un d'entre eux, qui a fait une thèse sur Descartes, est le concepteur de Wikipédia. Ça a du sens. Mais les autres refusent. Ils travaillent pour les outils. Et ils ont créé ce monde, ce second monde, qui vient en plus du monde réel, celui des interactions. Et nous, ceux qui ne sommes pas des millennials, on a la tendance à penser ces deux mondes en relation en disant il y en a un qui se substitue à l'autre, qui est contre l'autre, mais on est complètement à côté de la plaque et il faut revoir tout notre paradigme, justement mental. Les deux mondes interagissent tout le temps. Ils sont l'un dans l'autre, ils sont l'un avec l'autre. Il n'y a qu'un exemple très simple, c'est vous prenez votre téléphone, vous ajustez des applications, vous allez sur Tinder, vous allez consulter vos comptes bancaires, vous êtes dans un monde et dans l'autre en même temps. Et justement, ce qui nous a permis de faire cette synthèse des deux mondes et cette union des deux mondes, c'est un outil qui a été totalement révolutionnaire, qui a été présenté en 2007 par Steve Jobs, et c'est l'iPhone, évidemment. Barico reprend cette vidéo de Steve Jobs qui présente l'iPhone parce qu'elle est vraiment significative. D'une part, c'est ludique. Par rapport au BlackBerry, qui le précède, c'est ludique. Et là, on voit bien en fait qu'ils sont complètement innervés du jeu vidéo, qui viennent de là, notamment Steve Jobs, etc., qu'ils ont été élevés dans le jeu vidéo, parce qu'il fonctionne comme un jeu. Vous pouvez prendre une photo, retoucher la photo. Pour les plus expérimentés, le deuxième niveau, c'est envoyer un mail, rédiger quelque chose, enfin voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un mot qui revient dans la bouche de Steve Jobs, c'est « simple ». Mais « simple », c'est pas le contraire de difficulté, c'est le contraire de complexe. Et là, on a vraiment l'essence aussi de l'insurrection numérique, c'est-à-dire que la complexité se trouve à la surface des choses. Elle est simplifiée à tel point qu'elle apparaît sous la forme de petites icônes. Et en fait, elle est sous la surface des choses, la complexité, on la cache. Voilà, elle est dessous l'iPhone. Si vous retournez votre iPhone, là, vous allez avoir la complexité. Mais en surface, en fait, c'est très simple, c'est très accessible.
Et là, c'est complètement différent de la civilisation du XXe siècle, où la complexité des choses, il fallait aller la chercher en profondeur. En fait, les choses sont complexes pour le XXe siècle, et c'est par un effort d'aller en profondeur et à l'aide de spécialistes, de guides, qu'on va trouver l'essence des choses. Or, là, alors c'est pas que la complexité a disparu, mais c'est que l'essence et l'apparence se trouvent à la surface du monde, se trouvent apparemment très accessibles. Or, qu'est-ce que ça produit en fait comme problème? C'est que là où l'expérience au XXe siècle était épanouissante parce qu'elle était le fruit d'un effort, qu'elle parvenait à rendre l'individu plein en fait, du fait d'avoir saisi le monde, eh bien là non. C'est-à-dire que l'expérience que ça propose, quand l'essence et l'apparence sont à la surface du monde, c'est que cette expérience, elle est fatigante, elle est déstabilisante parce qu'elle est toujours en mouvement, elle nécessite toujours une mise à jour. C'est un aller simple qui est sans fin. Ça, c'est amusant parce que c'est vraiment une expérience que nous, on a quand on n'est pas des millennials, c'est-à-dire on se dit, c'est un monde sans fin, c'est un monde déstabilisant, quand est-ce qu'on est arrivé au bout des connaissances? Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, alors que la connaissance traditionnelle, eh bien, par exemple l'érudition, c'est je lis un livre, je m'en empare et j'en retire quelque chose. Là, on a l'impression qu'on est jeté dans une vague et qu'on n'en sort jamais. Mais l'expérience du millénial, ce n'est pas tout à fait la même. Donc c'est aussi le changement paradigmatique qu'il faut prendre en main. Exactement, c'est ce que Barico nomme la post-expérience. Il prend un exemple très simple au cinéma entre la pellicule et le numérique. Extraordinaire exemple. C'est magnifique. Il demande à son chef-op de comparer deux images, une avec la pellicule et la même en numérique. Il n'y a quasiment rien qui change, qui soit visible, sauf pour un professionnel. Et qu'est-ce qui change? C'est que quand c'est de la pellicule, il y a une légère vibration autour de l'écran, autour de l'image, qui n'existe pas en numérique. Et donc, cette vibration, Barico se dit, mais c'est pas possible, elle a disparu, mais quelle horreur! Or, il y a bien quand même une expérience, dans cette post-expérience, il y a bien une vibration. Où se situe-t-elle cette vibration? Alors là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on est dans l'expérience de l'homme du XXe siècle, l'homme ancien, qui cherche évidemment, comme chacun, à avoir une expérience du monde, à entrer, pour reprendre le terme d'Hartmut Rosa, en résonance avec le monde. Et on le voit avec l'analogique, avec la vieille pellicule, mais dans le numérique, ça semble avoir disparu. Et là où Barico fait un geste génial, c'est qu'il arrive à se mettre dans l'état mental du monde qui vient en disant si il existe de la vibration, mais il ne faut pas la chercher là où nous la cherchions autrefois. Exactement. La post-expérience, c'est que vous allez utiliser tous les outils donc, qui sont en surface, donc les applications, etc. Vous allez croiser, travailler ces outils, allumer des lumières qui vont faire que vous allez créer des formes. Donc d'une certaine manière, vous modifiez le texte du monde, vous altérez la vision du monde, vous semblez le remettre en mouvement. Et c'est cette action-là qui crée la vibration. Donc il y a quand même une vibration, il y a une expérience qui est effectivement, comme vous venez de le dire, complètement différente. C'est la raison pour laquelle tout le monde ne peut pas se mouvoir dans le game avec autant de facilité les uns que les autres. Parce que on a cette nouvelle élite qui est vaguement teintée d'humanisme, qui a abandonné l'effort de penser en profondeur pour le plaisir de penser rapidement et surtout avec intensité. C'est-à-dire que c'est l'intensité qui prévaut sur la sécurité de l'érudition ou de la connaissance. Or, cette intensité, le problème, c'est qu'on ne l'a pas tout le temps dans la vie. Et Barico prend un exemple très amusant aussi. Quand on est dans une salle de concert, on vit le concert, et puis il y a beaucoup de personnes, vous, moi aussi, hein, qui filmons avec notre téléphone. C'est pas
parce qu'on est incapable de vivre le moment présent, mais c'est parce que le moment présent n'a peut-être pas l'intensité suffisante. Et pourquoi on filme et qu'ensuite on met sur les réseaux sociaux par exemple, c'est parce qu'on va transférer en fait ce moment de vie dans le deuxième monde, c'est-à-dire l'enrichir par le deuxième monde, et peut-être que dans le deuxième monde, il va atteindre son intensité maximale. En tout cas, c'est toujours ce qu'on espère parce qu'on court, et c'est aussi l'idée de mouvement, derrière cette intensité. Alors, plusieurs choses. Il y a une chose que je trouve très amusante, je ne sais pas si je le suis jusqu'au bout là-dessus, mais il est écrivain, Baricot, et dit finalement, cette expérience de rechercher de l'intensité dans la vie, c'est vraiment l'expérience de l'artiste et de l'écrivain. C'est ce que je fais tous les jours en me mettant à ma table de travail. Et c'est très égoïste, parce que moi je suis artiste et j'ai accès à ça, c'est pour ça que les réseaux sociaux m'intéressent peu. Mais finalement, c'est une démocratisation de cet accès à une vibration supérieure, c'est l'humanité augmentée, on cherche à obtenir plus, à aller plus loin, à ressentir plus, donc ça c'est ouvert à tout le monde, grâce à ce second monde, ce deuxième monde, ce game dans lequel nous entrons. Et ça nous permet de comprendre une expérience qui peut parfois être déstabilisante pour nous, et notamment pour les enseignants, c'est-à-dire d'avoir des étudiants en face de nous qui sont avec leur téléphone portable, qui ont leur ordinateur allumé, qui sont en train de regarder des choses en même temps sur Internet. Mais en fait, c'est une expérience de recherche de vibrations. Une fenêtre n'est pas suffisante aujourd'hui sur le monde. On a plusieurs onglets qui sont allumés, on a notre téléphone à côté de nous, on a notre ordinateur aussi ou une tablette à côté. Un témoignage personnel qui m'a été fait récemment, on m'a dit, voilà, moi c'est marrant, pour me détendre, il n'y a pas mieux que d'avoir une série, par exemple, qui est en train de tourner, et d'avoir la tablette en même temps. C'est-à-dire que le mode de détente pourrait paraître à d'autres extrêmement agressif. Un ordinateur, une tablette, etc. Et non, c'est un autre mode de relation avec le monde. Oui, et un autre mode de relation aussi avec la vérité telle qu'on l'entend. Alors ça aussi, très important. La question de la vérité, justement. Exactement. Bon, on en a beaucoup parlé, de l'ère de la post-vérité. Les fake news. Exactement. Baricot va prendre 2 exemples pour montrer que là aussi, il y a une nouvelle forme de vérité, que The Game a changé le design de la vérité. Là encore, il n'a pas jeté la vérité à la poubelle, pas du tout, il en a changé le design, modifié la forme pour qu'elle soit plus aérodynamique en quelque sorte et qu'elle atteigne le plus vite possible le plus grand nombre d'individus à la surface du monde. Il prend l'exemple du récit de Valérie Trierweiler, Merci pour ce moment, en France il y a quelques années, et la grogne des libraires qui, certains ne voulaient pas vendre ce titre, d'autres se battaient pour le vendre. Tout ça étant parti d'un libraire de Lorient qui avait mis une petite affichette sur sa vitrine disant « Je n'ai pas dans ma librairie, merci pour ce moment ». Cette affichette avait été prise en photo par un internaute qui l'avait postée sur les réseaux sociaux avec ce commentaire « Un vrai libraire à Lorient ». Ça a été viral, ça a interpellé les autres libraires, tout le monde du livre, etc. etc. Or, la vérité, c'est que le libraire n'avait réellement pas le texte et que plutôt que de le dire à chacun de ses clients qui rentraient dans sa librairie, il avait préféré, pour gagner du temps, le placarder sur sa vitrine, c'est tout, sans aucune idéologie, donc là encore. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans cette vérité qui n'en était pas une, puisque c'était inexact, il y avait la révélation d'une vérité qui était que ça pouvait poser un problème de vendre ce texte-là. Et Baricot dit, en fait, qu'est-ce qui change ? La vérité va perdre en précision au cours de son voyage pour gagner en synthèse et en vitesse. Et quand elle a atteint la synthèse et la vitesse la plus rapide, la plus performante, eh bien, elle s'arrête parce qu'elle a atteint son objectif. Et ce qui est merveilleux, finalement, c'est que l'inexactitude puisse être porteuse d'un sens aussi profond. Et voilà, ça c'est vraiment surprenant, mais comme l'insurrection numérique peut nous surprendre à beaucoup d'endroits, c'est ce que montre cet essai de Baricot. C'est extrêmement cohérent avec cette idée du sens qui remonte, qui remonte à la surface, donc cet art de la surface, design de la vérité qui est un design de la surface aussi, mais qui dit quelque chose peut-être en substance ou une essence de vérité quelque part qu'il faut aller chercher dans cette information qui circule partout. Il appelle ça la vérité minute. Oui, exactement. Elles ont une durée de vie très courte. Et en fait, il faut être le premier
à la formuler. Il faut trouver le bon design, c'est-à-dire que c'est là où le storytelling entre en jeu. Il faut trouver la bonne formulation qui va permettre à cette information de se diffuser sur les réseaux. Donc le storytelling est absolument central. Mais il y a toujours un rapport à la vérité quelque part. Donc ça, vraiment passionnant. Comme vous pouvez le voir, tout est renversé dans le bouquin. C'est-à-dire que la dénonciation des réseaux sociaux, d'Internet, des fake news, il nous permet de faire un pas de côté. Et c'est là où c'est extrêmement stimulant. Alors, personne ne dit qu'il faut aller totalement de l'autre côté, mais au moins ça crée cet espace de dialogue entre la dénonciation et l'espace qui existe. Merci Delphine pour cet échange. Merci Olivier.